Bon, bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir une salle bien remplie, bien fournie. C'est le but, en fait, de ces conférences qui vont se dérouler sur le rythme d'une par mois. Oui. Donc, on inaugure ce cycle de conférences qui est organisé dans le cadre à la fois du Centre culturel universitaire, bien entendu, et à ce titre, il faut bien entendu saluer la présence de Jacques Cotière, de Louise Midigogne et de toute l'équipe également des moniteurs qui travaillent bien sûr dans le cadre du CCU et qui réalisent, ça c'est moi qui le rajoute, un travail remarquable en direction justement des étudiants par rapport à ces conférences. Et puis il y a également au niveau de l'organisation donc l'Institut dont je m'occupe avec quelques personnes qui sont ici dans la salle, euh, Claudio Cristofari, Swad Daraz, Pierre-Paul Salviani et bien d'autres. Et donc, en fait, c'est cette action conjuguée qui va permettre de mettre en place ce cycle de conférences dont la vocation est de réfléchir sur l'histoire de la Corse dans son environnement plus global, l'environnement méditerranéen essentiellement, et au-delà, européen. Donc la première conférence, c'est celle qui va nous permettre d'entendre Bertrand Roussel, qui est conservateur donc du musée de Terra Mata à Nice, ainsi que du musée archéologique de Cimiez, avec lequel nous travaillons depuis quelques années hein, sur d'autres projets. C'est un habitué aussi de la Corse, hein, il connaît très bien évidemment l'histoire de l'île. Donc il s'agit, voilà un très bon exemple de ces conférences, d'une conférence sur le paléolithique, les origines de l'homme plutôt, mais en même temps de permettre ensuite une réflexion qui est en direction des étudiants. C'est le but évidemment du CCU. Donc dans un deuxième temps, on aura une table ronde à laquelle participera Franck Léandre, hein, qui est directeur régional de l'action culturelle et par ailleurs éminent archéologue. Hein, il va pouvoir intervenir, je pense, surtout à ce titre-là. Et par ailleurs, on aura Pascal Tramogne, qui est archéologue lui aussi, et qui travaille à l'INRAP. Donc, dans un deuxième temps, on aura cet échange entre les chercheurs pour réfléchir sur les liens qu'il y a entre ce qui a été dit au niveau de la conférence et bien entendu aussi les problématiques insulaires. Et donc, à l'issue de tout ça, évidemment, le but, c'est de vous permettre de poser des questions, éventuellement de faire des suggestions, de faire des remarques, et peut-être même d'avoir des conseils hein, pour les étudiants qui seraient plus spécialisés sur, ou qui voudraient se spécialiser sur ces périodes hein, de la préhistoire. Eh bien, à ce moment-là, vous avez d'excellents, on va dire, conseillers face à vous. Alors, je vais laisser la parole tout de suite à Bertrand Roussel, et juste ensuite, on fera... pardon. Ah oui, pardon. Je dois aussi excuser, s'il a bien fait de me le rappeler, excuser l'absence d'Alain Di Meglio, hein, qui dirige le CCU, et qui malheureusement ne peut pas être là, puisqu'il est retenu pour des raisons professionnelles hein, par ailleurs. Mais effectivement, c'est important de le dire, parce que c'est avec lui, tout spécialement, que l'on a mis en place ce cycle de conférences. Donc je laisse la place maintenant, ou plutôt la parole à Bertrand Roussel, qui va nous parler des origines de l'homme d'une manière générale, et puis ensuite on prolongera sur la réflexion plus insulaire. Voilà, bah écoutez, moi je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux. Je tiens à remercier le CCU, l'Institut et en particulier Jean Castela de cet accueil. Je suis très très heureux d'être parmi vous, très heureux d'être en Corse avec vous pour pouvoir parler de ce moment crucial dans l'histoire de l'humanité qui est l'origine de l'homme et qui pose une vraie question. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'échanger avec les étudiants du master guide conférencier. Ce fut vraiment un grand plaisir parce qu'ils sont formidables et donc de pouvoir échanger avec eux. Et je leur disais que un des problèmes de la préhistoire, c'est que c'est une discipline qui n'est pas très sexy. Parce que, et je pense que Franck serait d'accord avec moi, encore les périodes plus récentes, c'est plus facile parce qu'on trouve des poteries, on trouve des choses un peu mieux. Mais pour le paléolithique,
on trouve quand même, globalement, des bouts d'os et des bouts de pierre. Et c'est vrai que pour faire une exposition, moi je travaille dans un musée, pour faire une exposition, quand vous avez des petits bouts de pierre comme ça, là, et que vous montrez votre bout de pierre, bon, ça a beau être extraordinaire, parce que c'est un chopper, parce que c'est une industrie extrêmement archaïque, extrêmement ancienne, donc c'est fondamental et c'est passionnant, mais c'est vrai que de prime abord, les gens, ils regardent, ils vous disent « Oh là là, c'est un caillou ». Et quand on voit la tête de nos collègues ici, qui sont rien moins que l'histoire de l'humanité, effectivement, quand on les regarde comme ça, on se dit qu'ils ne sont pas bien en forme. Donc je vais essayer de vous raconter cette affaire-là en essayant de la montrer un petit peu ludique si on y arrive. Alors, le sujet de l'origine de l'homme, évidemment, c'est un sujet complexe, c'est un petit peu ce que je vous disais, parce que la difficulté qu'on va avoir, c'est que bien souvent, on a des restes qui sont souvent lacunaires. Au mieux, on va avoir par exemple Lucie. Vous connaissez tous cet australopithèque Lucie qui est à 40% complète. Donc là, c'est assez extraordinaire. Mais parfois, on va trouver simplement une dent. Et donc là, évidemment, ce sera plus difficile de pouvoir faire parler un reste qui va être assez restreint. Alors l'homme, bien sûr, il fait partie du monde vivant, du monde vivant. Alors il a une première caractéristique, c'est la bipédie. Ça, l'homme est un bipède, c'est un fait certain. Le critère de la bipédie, c'est une caractéristique. Mais plus largement, évidemment, l'homme, il appartient, avec certains autres animaux, c'est une sorte de singe néanmoins. Donc, c'est ce qu'on va appeler un primate. Il a le pouce opposable, comme on le voit ici. Et l'homme, plus largement, il fait partie d'une grande famille, qui est la grande famille des mammifères, qui sont donc nos cousins les plus proches. À midi, avec Jean, on a mangé une entrecôte avec des frites et on a mangé nos cousins. Parce que les taureaux, les vaches qui forment l'entrecôte, ce sont des cousins relativement proches, puisque finalement, tout ça émerge durant l'ère tertiaire. La pomme de terre est un cousin beaucoup plus éloigné. Mais nous sommes aussi cousins avec la pomme de terre. Et il y avait une feuille de salade sous l'entrecôte, nous sommes aussi cousins avec la feuille de salade. Des cousins plus éloignés, mais nous sommes cousins avec l'ensemble du vivant. C'est aussi pour ça que ça nous donne une responsabilité. On parle beaucoup de l'environnement, etc. Mais il faut comprendre qu'on est cousins avec le vivant. Alors après, cet homme, il a une particularité, on va faire rapide, il s'appelle l'Homo sapiens, c'est-à-dire que c'est une espèce, le genre Homo, et l'espèce sapiens. Alors la définition d'une espèce, c'est, pour faire simple, on peut toujours faire plus compliqué, mais pour faire simple, c'est un ensemble d'individus qui ont la particularité de pouvoir se reproduire entre eux. Donc, nous, a priori, dans cette salle, on peut, si on veut, tous se reproduire entre soi. Bon. Ça, c'est donc une espèce. Et la difficulté qu'on va avoir, donc type d'espèces, j'ai pris par exemple le chat ou le chien, qui sont d'autres espèces. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'avec le vivant, c'est relativement facile de définir une espèce. On prend des individus de sexe opposé, on les met ensemble et on voit s'ils font des bébés. Et si les bébés sont pérennes, c'est-à-dire si eux-mêmes peuvent faire des bébés à leur tour. Donc ça ne pose pas de difficulté avec le vivant. En revanche, avec les fossiles,
ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, on a la génétique qui va nous donner des informations un peu plus précises, mais le reste des informations, c'est essentiellement le caractère de morphologie. Et je prenais l'exemple ce matin, mais je crois qu'il est pas mal, entre si on trouve un fémur d'Adriana Carambeu et un fémur de Mimi Mati, la morphologie va être extrêmement différente en termes de taille. Donc, on va avoir tendance à considérer qu'on a des individus de grande taille et des individus de petite taille, mais est-ce qu'on les classera forcément dans la même espèce, si c'est très très vieux, hein, j'entends, et surtout si on n'a pas de point de comparaison, parce qu'avec l'homme de Cro-Magnon, on en a plein des hommes de... C'est nous l'homme de Cro-Magnon en gros, hein. Donc on a des référentiels, parce qu'on sait, on a des squelettes, et on est capable d'avoir des squelettes d'hommes, de femmes, donc on arrive bien à appréhender, par exemple, le dimorphisme sexuel, ou la variabilité au sein de notre espèce. Mais sur les espèces fossiles qu'on connaît qu'à partir d'individus fossiles, c'est là où ça se pose plus de difficultés. Voilà, donc la Terre apparaît à peu près il y a 4 milliards d'années. Je vais peut-être faire relativement court. On va avoir les premiers mammifères autour de 220 millions d'années, les premiers primates autour de 60 millions d'années. Donc l'apparition des premiers primates. C'est une grande famille dont nous faisons partie. Et au sein de cette famille, on va avoir toute une grande gamme de catégories, de différents types de singes. Et nous, on va s'arrêter plus précisément à un moment où, donc là, on va remonter le temps de ces variations avec les différents singes qui vont exister à la fois dans l'Ancien Monde, dans le Nouveau Monde. Et puis, on va avoir la dernière grande séparation qui va se faire entre, d'un côté, les gorilles et les chimpanzés, et de l'autre côté, eh bien, une grande famille dans laquelle nous allons nous inscrire. Et cette grande famille, c'est nos derniers cousins, ces gorilles et ces chimpanzés, c'est nos cousins les plus proches en termes d'animaux. Et donc, ça se voit, parce que votre cousin, votre frère, vous ressemblez beaucoup à votre frère. Votre cousin, souvent, il y a des ressemblances qui sont très très nettes. Et c'est vrai que quand on regarde un petit chimpanzé, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où on voit les petits chimpanzés, franchement, ça ressemble à un petit bébé humain. Après, quand ils grandissent, un petit peu moins. Mais quand c'est vraiment très très proche. Donc, là, on a une séparation qui se fait, et cette séparation, eh bien, c'est le moment où on va rencontrer